Le show se devait d'être grandiose. Ce soir du 3 avril 2021, au Caire, les Égyptiens rendent un vibrant hommage aux pharaons qui ont façonné l'une des plus grandes civilisations de l'humanité. Les momies de 18 rois et de 4 reines sont transférées vers leur tout nouvel écrin, le musée de la civilisation égyptienne. Parmi ces momies, la plus attendue est celle du pharaon des pharaons, Ramsès II, salué comme un chef d'État. Ramsès, un nom qui serait resté dans l'oubli s'il n'y avait eu le génie d'un homme, un Français, Jean-François Champollion. En 1822, ce Grenoblois d'origine entre dans l'histoire en perçant le grand mystère des hiéroglyphes. Il réussit cet exploit grâce notamment à ce cartouche qu'il déchiffre. Ra, Missé S, qui veut dire « le soleil l'a mis au monde » et qui désigne le grand Ramsès II. 6 ans plus tard, en 1828, Champollion réalise le rêve de sa vie, fouler le sol d'Égypte. Et il écrit: Je baisais le sol égyptien en le touchant pour la première fois, après l'avoir si longtemps désiré. Je suis rempli de confiance dans les résultats de notre voyage. Je ne m'épargnerai en rien pour y réussir. Tout au long de son expédition qui va durer 18 mois, d'Alexandrie jusqu'au temple d'Abou Simbel, le destin du plus grand égyptologue va sans cesse croiser celui du plus illustre des pharaons de l'Égypte antique. Avec Ramsès II, Champollion découvre en effet le pharaon de la démesure. 70 ans de règne. 11 épouses. 200 concubines. Un pharaon chef de guerre et bâtisseur qui, 1000 ans après les pyramides, couvre le pays de temples d'une beauté époustouflante. Un souverain qui, même dans la mort, détonne. Il s'est éteint à 91 ans, ce qui est totalement hors norme pour l'époque. « 200 ans après le déchiffrement des hiéroglyphes, un nouvel exploit est sur le point de se réaliser. Grâce à la momie du pharaon, une équipe de médecins égyptiens et de légistes anglais va tenter de faire ressurgir son visage du passé. Bientôt, ils pourront plonger leurs yeux dans ceux de ce pharaon mythique et poursuivre ainsi la grande aventure égyptienne initiée par Jean-François Champollion. Je pense que Champollion aurait été très heureux de voir le visage de Ramsès II. C'est un personnage si important et significatif pour lui que le fait de voir à quoi il ressemblait aurait été la conclusion rêvée de son histoire. Le 26 décembre 1828, Champollion accoste à Abou Simbel, dans l'antique Nubie, au sud de l'Égypte. C'est là que va avoir lieu la rencontre la plus marquante entre le découvreur des hiéroglyphes et le grand pharaon. Un véritable choc pour Champollion. Abou Simbel vaut à lui seul le voyage de Nubie. C'est une merveille. Un ouvrage digne de toute admiration. À Abou Simbel, Champollion découvre une première facette de Ramsès II. Un roi bâtisseur qui va laisser à la postérité un patrimoine exceptionnel. Ce chef-d'œuvre fascine aujourd'hui encore les archéologues du monde entier. Alors ce temple est vraiment magnifique, il a quelque chose de majestueux. C'est une merveille, quoi. On a beau le regarder en photo, il faut vraiment venir sur place pour admirer les dimensions.
le gigantisme de ce temple. Et vous imaginez, lorsque Champollion est arrivé en 1828, une coulée de sable venant du plateau empêchait de pénétrer dans le temple aisément. Champollion arrive, il paie des ouvriers pour dégager le haut de la porte d'entrée et il se glisse à l'intérieur où il régnait une fournaise, plus de 40 degrés. Alors il se plaint de la chaleur, mais il est tellement content de ce qu'il découvre à l'intérieur que la fatigue ne l'atteint pas. Et il va passer plusieurs jours à l'intérieur pour recopier les textes. Le corps ruisselle perpétuellement d'une sueur abondante qui coule sur les yeux, des gouttes sur le papier déjà trempé par la chaleur humide de cette atmosphère, chauffé comme dans un autoclave. Ce qui rend Abou Simbel si particulier tient surtout dans sa technique de construction. Car ce temple est un spéos, autrement dit, un édifice creusé directement dans la montagne. Imaginez qu'ici, vous aviez une montagne et qu'avec patience, à coup de pioche, on a dégagé toute la pierre pour ne laisser que les choses utiles, c'est-à-dire les murs, les piliers qui allaient supporter le plafond, mais aucun bloc n'a été amené. Tout ce que vous voyez a été obtenu par l'extraction de la roche. Et ensuite, on a retravaillé les piliers, les statues, etc., pour qu'elles obtiennent la forme que l'on peut leur voir aujourd'hui. Il a donc fallu tout excaver, tout aligner sans aucun droit à l'erreur. Car le pharaon avait exigé que le naos de son temple, la partie la plus sacrée, soit orienté pour que le soleil levant éclaire sa représentation divinisée et les dieux qui l'entourent. Un phénomène qui ne devait avoir lieu que 2 fois par an, le jour de son accession au trône et celui de sa naissance. Champollion est stupéfait par ce volume creusé au cœur de la montagne. Mais ce qui va totalement l'absorber, c'est l'étude de ses décors, auxquels Ramsès II a accordé tant de soins. Je regrette de n'être point muni de quelques lampes merveilleuses pour les transporter au milieu de la place Louis XV, afin de convaincre ainsi d'un seul coup les détracteurs de l'art égyptien. Régulièrement, Ourik Souroussian, égyptologue et historienne de l'art, vient documenter ce temple, le plus abouti selon elle du règne de Ramsès II. Il y a une dynamique ici, aussi bien pour les représentations royales qui sont pleines de dignité, de force et de puissance, que dans les mouvements, dans les bas-reliefs. Tout est en mouvement, tout est très, très animé. C'est magnifique, je trouve. Et là, il y a un élan, les chevaux au galop qui sautent, c'est extraordinaire. Et c'est un temple où le roi, le bâtisseur, est encore très jeune, plein d'énergie, de dynamique. Et on voit ça transposé dans les reliefs qui sont extrêmement animés. C'est fabuleux. Pour Champollion, l'art égyptien atteint ici une forme de paroxysme et ne sera égalé que des siècles plus tard, avec les civilisations grecques et romaines. La convention veut qu'on représente les personnages de profil, comme vous voyez dans les bas-reliefs. Ils ont inventé une forme de représentation qu'ils ont vraiment sublimée, qu'ils ont répétée, c'est vrai, mais avec des variantes et avec un goût vraiment prononcé pour l'impact esthétique. Ici, donc, la reine est représentée debout. Elle avance en apportant ses offrandes à la déesse Hathor, qui, elle, est assise sur un trône, ses yeux en amande allongés, entourés de bandes de phares. Ça, c'est typiquement égyptien, on ne trouve pas dans d'autres cultures.
C'était des grands artistes, oui. Ils sont formés depuis leur enfance et depuis des générations. Et le soin apporté à ces représentations est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de l'image du pharaon. Ramsès II va commander plus de statues, plus de colosses qu'aucun autre pharaon. Plus de 300 de ses chefs-d'œuvre nous sont parvenus. Faut prendre un peu de recul pour admirer les choses, non? Ah oui, c'est une occasion inouïe avec cette lumière. J'adore ces statues. Oui, j'adore. Parce que c'est une sculpture bien faite, selon les règles, selon les conventions. Mais il y a aussi, avec ça, la personnalité du roi lui-même. Le visage est plutôt ovale, les yeux sont légèrement inclinés vers l'intérieur. La racine du nez ici, elle est un peu épaisse, mais dans les autres portraits, il a le nez légèrement busqué, ce qui n'est pas le cas ici. Mais la bouche, on reconnaît tout de suite avec les commissures des lèvres forées et les oreilles qui sont percées. Ramsès II a toujours les oreilles percées. Toujours les oreilles percées, oui. Avec votre sourire, on se dit que vous auriez presque pu tomber amoureuse de lui. Non, si on doit tomber amoureux, je crois que ce serait Amenhotep III, qui est beaucoup plus beau. Amoureux, Ramsès II semble aussi l'être profondément. C'est en tout cas ce que ce site semble indiquer, car Abou Simbel, ce sont en réalité deux temples. Le premier est consacré à Ramsès, ainsi qu'au dieu Amon. Le second est érigé en hommage à l'épouse favorite du pharaon, Néfertari, et à la déesse Hathor. Seules deux reines ont eu ce privilège dans toute l'histoire de l'Égypte antique. Pour qu'un roi consacre un temple entier à une épouse, eh bien, il faut qu'il l'ait aimée très fort. Sur la façade de son temple, la reine est sculptée aux mêmes proportions que le pharaon. Ici, Ramsès fait de Néfertari son égale, une souveraine et une déesse. Et donc, ces deux temples permettent de comprendre le fonctionnement du monde selon les Égyptiens. Le monde fonctionne grâce à un dieu principal, le dieu solaire. Le dieu solaire est amené à la création en étant inspiré, dit-on, par son épouse, la déesse Hathor. Et donc le roi et la reine, Ramsès et Néfertari, incarnent en quelque sorte le couple des origines qui permet la création du monde, le maintien du monde et le développement de l'Égypte ancienne. Cette rencontre à Abou Simbel est l'apothéose du voyage de Champollion. Mais cette grande aventure égyptienne a commencé quelques mois plus tôt. Le 18 août 1828, il pose pour la première fois le pied en Égypte. Et après avoir exploré le Caire et Memphis, il entame sa remontée du Nil. Il a désormais adopté le style local, longue barbe noire et turban à la turque. Fébrile, exalté, il n'a à présent qu'un but, rejoindre la mythique Thèbes. C'est dans la matinée du 20 novembre que le vent, lassé de nous contrarier depuis 2 jours et de nous fermer l'entrée du sanctuaire, me permit d'aborder enfin à Thèbes. L'égyptologue se rend d'abord sur la rive gauche du Nil, où se trouve un immense monument, le Ramesséum. Ici, il va déceler un autre trait de la personnalité de Ramsès II, celui d'un grand chef d'État. Magash. Bon. Mustafa Sayed Ahmed. Christian Leblanc fouille ici depuis 30 ans, avec le même enthousiasme que son illustre prédécesseur. C'est toujours une réjouissance de toute façon d'être là et de voir à chaque matin le soleil se lever et puis éclairer petit à petit ce très beau monument de Ramsès II.
Je dois rendre un juste hommage en disant que le Ramesséum est ce qu'il y a de plus noble et de plus pur à Thèbes. Champollion est arrivé dans ce monument, voyant que le nom de Ramsès était gravé partout, sur les colonnes, sur les piliers, sur les parois. Il a vu là le monument de Ramsès et c'est devenu le Ramesséum. Dans l'esprit de Champollion, ce monument ne peut en effet être dédié qu'au grand pharaon. Dans l'une des cours, ce colosse, morcelé, ne laisse pas de place au doute. C'était un colosse qui faisait presque 18 mètres de haut, qui pesait environ 1000 tonnes et qui représentait finalement Ramsès II, assis, qui était face à l'est. L'équipe de Christian Leblanc a effectué des relevés de ces blocs et a pu remonter virtuellement le colosse. C'était la plus grande statue jamais sculptée dans l'Égypte antique. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir, voyez-vous, que là, on se trouve aujourd'hui devant une statue de pierre et qu'à l'époque, pour les anciens Égyptiens, cette statue était vivante et à partir du moment où les couleurs étaient là, l'image vivait. L'image était vivante. Champollion comprend que cette image, les visiteurs venaient ici l'adorer comme on adore un pharaon, mais aussi un dieu. Car le Ramesséum, que les fouilles de Christian Leblanc ont permis de restituer, était à la fois un centre économique, administratif, mais aussi religieux. Au centre de l'édifice se trouvait un temple richement décoré et consacré au culte de Ramsès II. Dans le naos, posé sur une barque sacrée, une représentation divinisée du pharaon, en or, était vénérée. Mais le Ramesséum était aussi un cœur économique battant, avec de multiples entrepôts où transitaient les marchandises qui étaient ensuite redistribuées. Il y avait aussi des cuisines, des boulangeries, des brasseries et toute une administration qui gérait l'ensemble. On a là la préfiguration de ce que sera l'État moderne. L'Égypte va vivre dans une époque de prospérité. On n'a pas trace, durant cette époque, d'une quelconque révolte de la population vis-à-vis du roi, ce que l'on retrouvera, en revanche, beaucoup plus tard. Donc le règne de Ramsès II est un très beau règne. En mettant en place les bases d'un État administré, Ramsès II renforce donc son aura pour entrer dans l'histoire. Mais mi-homme, mi-dieu, le pouvoir de ce colosse sur les esprits va finir par faire peur. À l'époque chrétienne, on va détruire cette image parce qu'elle est censée munie d'un pouvoir, finalement. Puisqu'elle est vivante, elle a un pouvoir, ou elle a même des pouvoirs, qui peuvent être bénéfiques, mais aussi maléfiques. Donc, on va la détruire. Mais on va s'attaquer à quoi? On va s'attaquer au visage, on va s'attaquer aux mains, et on va s'attaquer aux pieds. Finalement, on va détruire toutes les parties actives de l'image. À l'époque de Champollion, le pharaon est donc déjà défiguré. Il s'en émeut. Il faut admirer à la fois la puissance du peuple qui érigea ce merveilleux colosse et celle des barbares qui l'ont mutilé avec tant d'adresse et de soin. Mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, une équipe scientifique internationale va prendre une revanche sur l'histoire. Au Caire, la grande opération de restitution du visage de Ramsès est sur le point de débuter. La radiologiste Sahar Salem et le célèbre égyptologue Zayawaz vont s'appuyer sur l'étude d'un vestige exceptionnel,
La momie du pharaon, découverte quelques années après le voyage de Champollion en Égypte et qu'il aurait sans doute rêvé d'admirer. Elle est arrivée au musée du Caire de façon rocambolesque. À l'époque, l'inspecteur des douanes refusait systématiquement l'entrée des momies au Caire. Son chef lui a demandé pourquoi. Il a dit qu'il n'y avait pas de rubrique intitulée « momie » dans le livre des douanes. Le chef lui a répondu « Tu es stupide. Regarde, il y a un mot ici, poisson salé. C'est pareil. » Alors toutes les momies sont entrées au Caire en tant que poissons salés. Aujourd'hui, cette momie recèle des indices qui vont s'avérer essentiels pour les scientifiques, notamment la forme de son nez. Vous pouvez voir les pommettes et les caractéristiques spéciales du nez. Les embaumeurs ont préservé cet aspect crochu du nez. Si vous allez voir les autres rois, vous verrez que leur nez est en fait écrasé par l'effet des bandelettes. Mais ici, les embaumeurs ont mis un os de petit animal à l'intérieur. Et c'est la fierté du roi d'avoir son nez. La momification du roi Ramsès le Grand est vraiment unique. Mais cette momie ne suffit pas pour restituer de façon scientifique la physionomie du pharaon. Sahar Salem doit entrer au cœur de ce vestige, sans l'altérer. Pour cela, elle utilise une technique de pointe qui lui permet de percer le secret des momies. Comme aujourd'hui, avec cet enfant embaumé, encore dans son sarcophage. Venez par ici, Ahmed, et tournez-le. Sahar va le faire passer dans un scanner, comme ceux qui sont utilisés dans les hôpitaux. Mettez la tête ici. En une trentaine de minutes, le scanner va réaliser des coupes transversales, au millimètre près, et sans risque pour la momie. Tu prends le sarcophage en entier, et après tout le corps en 1,25, c'est possible? Comme ça, on aura une meilleure reconstitution. Une momie, c'est comme une capsule temporelle. Vous pouvez dire à quoi ressemblaient les gens il y a des milliers d'années. Quelles étaient leurs maladies, quelles étaient leurs habitudes alimentaires. Tout cela, toute cette histoire peut être racontée grâce au scanner. Il y a quelques mois, Sahar a ainsi pu scanner la plus prestigieuse des momies d'Égypte, celle de Ramsès II. Voici le scanner de son crâne, l'élément crucial pour la reconstitution faciale. Restituer le visage d'un pharaon est un événement mondial. Alors Sahar a fait appel à l'une des meilleures anthropologues judiciaires. À 3500 km de là, à Liverpool, en Grande-Bretagne. Depuis son laboratoire de l'université John Moores, Caroline Wilkinson collabore avec la police britannique pour identifier des squelettes humains et avec l'académie du FBI aux États-Unis. Si Champollion savait déchiffrer les hiéroglyphes, Caroline, elle, sait lire dans les crânes. Quand on regarde un crâne pour la première fois, on recherche au départ les détails caractéristiques les plus visibles. Par exemple, sur Ramsès II, vous voyez, il y a un os nasal très large. Il se trouve entre les yeux et il est très haut et très prononcé. Donc voici la restitution du nez. Sa plus grande partie est constituée de cartilage. Mais cet os, entre les yeux, sa forme, nous permet de projeter la forme du nez. En étudiant chaque petit détail du crâne, Caroline va aussi être en mesure de repositionner les muscles du visage. Plus un muscle est fort là où il est ancré, plus ses attaches vont laisser des marques visibles à la surface du crâne. Regardez ici sur le menton. Vous pouvez voir ces lignes. C'est là que les muscles du menton sont fixés. Dans ce cas, le muscle du menton s'attache et laisse une marque sur l'os. En fait, je ne décide de rien. C'est l'anatomie qui décide. De longues semaines de travail attendent encore Caroline avant que ne ressurgisse du passé le visage du pharaon. Un souverain dont Champollion va peu à peu percer la personnalité.
Bientôt, c'est un Ramsès II fin politicien que Champollion va découvrir. Le 23 novembre 1828, il explore cette fois à Thèbes la rive droite du Nil, car elle est une étape cruciale de son expédition. Certains la surnomment la Jérusalem des pharaons. Ce nom était déjà bien grand dans ma pensée. Il est devenu colossal depuis que j'ai parcouru les ruines de la vieille capitale, l'aînée de toutes les villes du monde. Pendant 4 jours entiers, j'ai couru de merveille en merveille. Aujourd'hui, la ville s'appelle Luxor et reste un passage obligé pour tous les héritiers de Champollion. Comme Claude Opsomer, l'archéologue rencontré à Abou Simbel. Et voilà. Et avec un peu de chance, la déesse Séchade sera éclairée, ben oui. La voici. Alors quand Champollion arrive à Luxor, c'était le premier à pouvoir lire les hiéroglyphes sur les murs. Il a été en mesure de pouvoir lire un certain nombre de signes, et même davantage, il a été en mesure, grâce à sa connaissance du copte, qui est l'état final de la langue égyptienne, de comprendre certains mots, certaines phrases, et de pouvoir comprendre en gros ce que les Égyptiens, les rois égyptiens inscrivaient. En déchiffrant ces hiéroglyphes, Champollion va réaliser que le grand Ramsès était aussi un maître de la propagande. Car dès son accession au trône, en 1279 avant notre ère, il a marqué de son sceau ce lieu hautement symbolique. Thèbes serait en effet, selon la tradition égyptienne, le lieu de l'émergence du monde, comme en témoignent ces colonnes en forme de papyrus. Les colonnes que vous voyez ici sont des colonnes papyriformes. Ça fait allusion donc au papyrus des marais d'Égypte dans le nord. Ça fait allusion également aux temps primordiaux, lorsque rien n'existait à part l'océan primordial. Et un beau jour, un lotus a émergé, s'est ouvert et a laissé échapper le soleil. Ici, vous avez donc ces lotus qui émergent et qui laissent échapper le soleil. Et Ramsès II en a profité pour mettre son nom, puisque le roi est l'incarnation du dieu solaire sur Terre. Ce cartouche, Ramsès II le fait graver partout sur les murs du temple de Luxor. Pour Champollion, c'est la preuve de la puissance de ce souverain. Les spécialistes d'aujourd'hui y listent aussi les prémices d'une adroite communication politique. À l'entrée du temple, Champollion déchiffre un gigantesque bas-relief. Il relate la bataille de Kadesh. Ramsès II y met en scène une éclatante victoire. Mais ce que Champollion ne sait pas, et que ses successeurs vont découvrir, c'est que le roi a en réalité manipulé les faits à sa gloire. À l'époque, une grande puissance menace l'Égypte au nord. Ce sont les Hittites. Ils occupent l'Anatolie centrale, l'Asie mineure et l'actuelle Syrie. Les Égyptiens et les Hittites convoitent 2 territoires, l'Amouroux, sur la Méditerranée, et la ville de Kadesh, cité stratégique au carrefour de plusieurs routes commerciales. Quand Ramsès II accède au trône, Kadesh est aux mains des Hittites, mais il va tout faire pour la conquérir. Établir une bonne frontière au nord permettait de sécuriser l'Empire égyptien, puisque un des rôles du roi d'Égypte est d'assurer la sécurité et l'équilibre en Égypte. Et cela passe par l'établissement et le respect des frontières. En 1274 avant notre ère, le jeune roi décide donc de partir en campagne avec son armée. À proximité de la ville de Kadesh, 2 Bédouins informent les Égyptiens que l'ennemi est encore à plus de 150 km au nord. Ramsès II installe alors tranquillement son camp. Mais en réalité,
Ces Bédouins sont des espions. Ils ont menti. Sévèrement battus, ils avouent. Les Hittites sont en fait tout proches. Les voici d'ailleurs qui attaquent. C'est la débandade dans le camp égyptien. Pendant ce temps-là, Ramsès monte sur son char et c'est représenté donc sur l'autre partie du pylône. Il va monter sur son char. Il n'est pas tout seul, évidemment. Évidemment, les textes disent « J'étais tout seul sans mon armée ». Oui, mais il était avec toute son escorte. Et pas n'importe quelle escorte. Les Shemsou et les Narines, des troupes d'élite qui vont permettre, dans l'ombre du pharaon, de vaincre l'ennemi. Après la bataille, les Égyptiens comptent les prisonniers et les mains coupées aux ennemis tués. Si la bataille de Kadesh ce jour-là est une éclatante victoire de Ramsès II, eh bien, ce n'est pas pour cela que Ramsès a atteint son objectif qui était de prendre la ville. Cette campagne est donc un échec. Il est retourné en Égypte et les Hittites ont progressé vers le sud et se sont emparés de territoires au sud de Kadesh, dans la plaine de la Beka. C'est donc une victoire hittite, en fin de compte. Rentré en Égypte, évidemment, Ramsès, en fin politicien qu'il est, ne va pas expliquer tous les détails. Il va mettre en exergue sa victoire éclatante et personnelle le jour de la bataille et passer sous silence les détails de ce qui s'est passé après. Champollion est impressionné par la toute-puissance du pharaon. Mais ce n'est rien, à côté de ce qu'il va découvrir à quelques kilomètres de là. Le 24 novembre 1828, il entre dans le temple de Karnak. Là m'apparut toute la magnificence pharaonique, tout ce que les hommes ont imaginé et exécuté de plus grand. Ce que Champollion a devant les yeux, c'est tout simplement le plus grand temple de l'Égypte antique, avec en particulier cette gigantesque salle, autrefois couverte. Elle compte 134 colonnes majestueuses d'une vingtaine de mètres de haut. Lorsque Champollion est arrivé, eh bien, il s'est vraiment étonné du gigantisme de ces salles par rapport à ce que l'on construisait à son époque dans nos régions d'Europe. Ça a été vraiment un choc émotionnel pour lui, alors que la grande salle hypostyle de Karnak a la même dimension quand on la prend en largeur que Notre-Dame de Paris. Cette merveille n'a pas été construite par Ramsès II, mais par son père, le pharaon Séti Ier. Dès son accession au trône, le jeune Ramsès y ajoute un somptueux décor. Car le décor, c'est ce qui éblouit, ce qui marque les esprits. Ramsès II, il était déjà animé par cette fibre de construction que lui a donnée son père et il a poursuivi son œuvre. Évidemment, c'était aussi pour laisser à la postérité l'image de sa personne en gravant ses noms et ses images un peu partout, bien entendu. Les temples sont faits de pierre et donc sont destinés à être éternels. « 3300 ans après son règne, le rêve d'éternité du pharaon va bientôt se réaliser. À Liverpool, il s'apprête à reprendre vie dans le laboratoire de Caroline Wilkinson. Là, tu vois, on peut vérifier la relation entre la chair et le crâne. Fais attention que ces plis soient bien plaqués. Grâce au scanner de la momie de Ramsès, une nouvelle étape est en train d'être franchie. Tu vois, on peut s'assurer que tout colle à la reconstruction. Tu vois, il n'y a pas de déformation du profil. Nous avons avancé sur la reconstruction du crâne jusqu'à la forme du visage. Et Marc ajoute maintenant les textures 3D.
Ce n'est pas de la couleur, mais les textures de forme, comme les rides, les pores et les imperfections sur la peau. Et ça, ce ne sont pas des informations que nous obtenons à partir du crâne. Donc nous sommes dans l'interprétation. Mais c'est fondé sur les modèles de représentation à cet âge. Ce que nous voyons ici, sur le profil du visage, nous le connaissons par la musculature. Nous savons comment certains muscles agissent, se contractent, surtout ceux du front. Les fibres musculaires sont verticales. Lorsque vous froncez les sourcils ou que vous tirez votre visage vers le bas, la peau va se plisser horizontalement plutôt que verticalement. Nous, on travaille sur cette relation entre le crâne, les muscles et les autres tissus mous. Nous pouvons donc prédire les rides grâce à ces modèles de plis et de chute, non seulement ici, sur le front, mais aussi autour des yeux, autour de la bouche, ainsi que les plis liés à l'âge, car nous savons que les choses vont s'affaisser à cause de la gravité. Là, je pense qu'on est pas mal sur les textures liées à l'âge, sur les plis, sur les marques du visage. Maintenant, on peut commencer à le peindre. Mais avant d'entamer cette phase, Caroline doit échanger avec Sahar, la radiologiste du cœur. Bonjour Sahar. Comment ça va? Ça avance et merci pour les infos. Est-ce que vous avez autre chose pour nous sur l'apparence extérieure? Est-ce qu'il y a des études sur la peau des anciens Égyptiens? En fait, ils se représentent eux-mêmes de couleur brune, contrairement aux Libyens, qu'ils représentent d'une couleur plus claire, ou encore comme les Africains, qui étaient de couleur noire, très sombre. Je choisirais, sans trop me tromper, ce ton-là pour la peau. Pour moi, ça ira très bien pour le roi. Merci Sahar, c'était bien de vous parler et merci pour ces indications. Bientôt, Ramsès va donc retrouver son teint, ses cheveux. Et grâce à un logiciel, utilisé dans les enquêtes criminelles, Caroline espère réaliser une prouesse qui aurait sans doute stupéfait Champollion. Rajeunir le pharaon. Pour l'égyptologue français, l'importance de ce souverain ne cesse de se confirmer tout au long de son voyage. Un pharaon puissant dans la vie, qu'il va découvrir grandiose dans la mort. Au printemps 1828, il pénètre dans la vallée des rois. Il y a 3500 ans, les pharaons du Nouvel Empire y ont installé leur nécropole. C'est le véritable séjour de la mort. On n'y trouve ni un brin d'herbe, ni être vivant, à l'exception des chacals et des hyènes qui ont dévoré l'âne qui portait mon domestique. Ici, il s'est fixé un nouveau rendez-vous avec le grand Ramsès, dans sa tombe, aujourd'hui fermée au public. Celui qui en détient la clé est le célèbre égyptologue Zayawaz, une star en Égypte, avec qui les touristes se font prendre en photo. Vous êtes plus connu que Ramsès II, on dirait. Non, c'est Ramsès II qui m'a rendu célèbre. Aujourd'hui, exceptionnellement, il va nous autoriser à mettre nos pas dans ceux de Champollion. Quand l'égyptologue français entre ici, il est surpris. Car seuls les textes situés à l'entrée de la sépulture lui sont accessibles. Impossible d'aller plus loin. J'avais le plus vif désir de retrouver la tombe du plus célèbre des Ramsès. Mais la sépulture de ce grand homme semble avoir été en butte soit à la dévastation par des mains barbares, soit au ravage des torrents accidentels qui l'ont comblé jusqu'au plafond. C'était très important pour Champollion de visiter cette tombe.
On ne sait pas combien de temps il y est resté, ni même s'il y a dormi, comme le pensent certains. Mais nous pouvons au moins concevoir l'émotion qu'un grand homme comme Champollion a pu ressentir en venant dans la vallée des rois et en entrant dans la tombe de Ramsès II. Zayawaz est en charge de la restauration de ce monument. Et le chantier est titanesque. Car la tombe de Ramsès est l'une des plus vastes de la nécropole. 168 mètres de long. Au bout de ce tunnel se trouve la chambre funéraire. Cette salle contenait le grand sarcophage de Ramsès II avec sa momie. Cette momie qui a été déplacée au cours des 21e et 22e dynasties par les grands prêtres qui ont vraiment sauvé toutes les momies des rois du Nouvel Empire. Et ils les avaient mises à l'abri des pilleurs dans 2 cachettes. La première était à Der el-Bahri. Elle a été trouvée en 1881. La seconde était dans la tombe d'Amenhotep II, mise au jour en 1902. Et je vous laisse imaginer tous les trésors que cette tombe pouvait contenir. En comparaison, celle de Toutankhamon, qui est petite, qui doit faire juste la taille de cette salle, contenait 5398 objets. Donc vous réalisez ce qu'il devait y avoir ici? Ça devait être incalculable. Parce que le règne de Ramsès II, c'est l'âge d'or de l'Égypte. Difficile d'imaginer aujourd'hui la magnificence de cette sépulture. Pour se la représenter, il faut se rendre non loin de là, dans la vallée des Reines. C'est ici que se trouve la tombe de Néfertari, l'épouse favorite de Ramsès II, disparue 43 ans avant lui. Christian Leblanc connaît bien ce lieu, car il l'a longtemps fouillé. Mais Champollion, lui, n'a pas eu la chance de visiter cette merveille. Elle a été découverte bien après son expédition, en 1904. Nous sommes ici dans ce qu'était la demeure d'éternité de la reine Néfertari. J'ai travaillé pendant près de 20 ans dans la vallée des Reines, alors cette tombe m'est très très chère. Et surtout Néfertari, puisque j'ai eu l'occasion aussi d'étudier très en détail cette reine au cours de mes recherches. C'est, disons, quelqu'un que je connais bien surtout. C'est une proche. Voilà. Il faut dire que Néfertari a tout pour charmer, avec un nom prédestiné qui signifie « la plus belle de toutes ». Pour Ramsès, Néfertari n'est pas un choix. Elle lui est imposée par son père. Mais le coup de foudre est total. Toute sa vie, il n'aura de cesse de rendre hommage à cette femme. Ramsès II a eu au moins 11 épouses officielles. Je dis bien officielles. Mais en tout cas, Néfertari était certainement sa préférée, pour laquelle il a eu beaucoup d'amour. Et je pense que cette tombe en est d'ailleurs l'illustration quand on voit la façon dont elle a été décorée magnifiquement. Donc c'est quand même une preuve de grand amour de Ramsès II pour son épouse bien-aimée. Pour Ramsès II, la construction de cette tombe s'impose comme un chantier prioritaire. Il est donc confié aux meilleurs artistes du royaume. Comme vous pouvez le voir, elle est ornée d'un très beau collier, de boucles d'oreilles, et elle est vêtue, évidemment, d'une robe
à manches très amples, une robe d'ailleurs qui est en lin très transparent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les artistes ont réussi d'ailleurs à faire apparaître la transparence de l'étoffe, puisque sous la robe, on voit apparaître le corps de Néfertari qui est traité en rosé, voyez-vous. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est de voir que les artistes ont pu rendre la transparence d'une étoffe. Il faut bien savoir que toutes les couleurs que vous voyez sur les parois, elles sont d'origine. C'est des couleurs qui sont de l'époque où les artisans ont représenté toutes ces scènes. C'est absolument exceptionnel. Lorsque cette tombe est scellée, à la mort de Néfertari en 1256 avant notre ère, Ramsès II est dévasté. Il lui dédie alors ce poème. Mon amour est unique, et personne ne peut rivaliser avec elle. En mourant, elle a volé mon cœur. La tombe va ensuite traverser les millénaires et miraculeusement nous parvenir quasi intacte. À un détail près, la momie de la reine reste introuvable. Lorsque nous avons étudié la vallée des reines, je m'étais rendu compte que finalement, aucune des momies de reines n'ont été retrouvées. Ce qui m'a entraîné dans mes éventuelles hypothèses d'imaginer qu'il existait probablement une cachette que nous n'aurions pas retrouvée jusqu'à présent et dans laquelle se trouveraient probablement non seulement finalement les restes de Néfertari, mais aussi d'autres reines, de princes et de princesses qui avaient été inhumés dans cette nécropole. On n'a pas de texte qui peut nous indiquer où se trouverait cette cachette, bien entendu. Donc il faut savoir qu'un jour ou l'autre, peut-être, dans les générations peut-être à venir, eh bien, on retrouvera peut-être la fameuse cachette, finalement, des reines qui venaient de cette nécropole royale. En attendant, à des milliers de kilomètres de là, une autre momie est sur le point de révéler ses derniers secrets. Celle de Ramsès II. À Liverpool, après plusieurs mois de travail acharné, c'est le grand jour pour Caroline Wilkinson. Elle va enfin révéler à Sahar, la radiologiste du Caire, le visage du grand roi. Ça y est, nous sommes prêts à vous montrer à quoi ressemblait Ramsès. Je suis impatiente. Élaboré à partir du crâne scanné de sa momie, voici le visage de Ramsès II, grand pharaon d'Égypte, juste avant sa mort. Vous le voyez, Sahar? Incroyable. C'est un moment très important pour moi d'être présentée au roi pour la toute première fois. Ça paraît tellement réel. C'est un grand moment pour nous tous. Ça le ramène à la vie. Ça restitue bien la grandeur de ce roi. Ça fait revivre la grandeur de la civilisation des anciens Égyptiens. Caroline s'appuie sur sa longue expérience en matière de restitution faciale. Elle se sait donc très proche de la réalité. On a constaté que sur 70% de la reconstruction, on a une marge d'erreur de moins de 2 mm. Et avec lui, parce qu'il est très vieux et qu'il reste des plis et des rides sur les tissus qui ont été conservés, nous sommes à peu près certains que c'est à cela qu'il ressemblait à cet âge. Je pense que quelqu'un de son époque qui l'aurait rencontré le reconnaîtrait. Mais Caroline a aussi réservé une surprise à Sahar. On voulait aussi vous le montrer tel qu'il était dans la fleur de l'âge. Donc nous avons fait ce qu'on appelle un rajeunissement. Ça vous intéresse? Absolument, j'ai hâte. Et le voici, au summum de son règne, à l'âge de 45 ans.
Il est superbe. C'est vraiment un très beau roi. Il est tellement égyptien. Il ressemble à ces visages que je croise tous les jours dans les rues du Caire et d'Égypte. C'est vraiment un événement pour le monde entier de découvrir le grand Ramsès II de cette façon. Dans ses rêves les plus fous, Jean-François Champollion n'aurait jamais imaginé ce face-à-face avec Ramsès II que la science rend aujourd'hui possible. Pour un archéologue, c'est évidemment extraordinaire de rencontrer un personnage historique. Et si finalement Champollion avait pu voir ainsi vivant ce pharaon sur lequel il a tant travaillé et qu'il a compris, cela aurait été époustouflant pour quelqu'un de son époque. Après avoir décodé les hiéroglyphes, exploré les plus beaux temples d'Égypte et rencontré le plus grand pharaon de l'histoire, Jean-François Champollion achève son voyage et rentre en France, épuisé, en décembre 1829. Il meurt 2 ans plus tard, à l'âge de 41 ans, et entre à son tour dans la postérité.